Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast La justice et moi. Je suis Nadia Bouria et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Dans ce nouvel épisode, j'accueille Nathalie Gillin. Vous êtes juge à Namur. Bonjour Nathalie, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Nadia, merci de m'avoir invitée. Alors, avant qu'on entre dans le vif du sujet, donc ça c'est ma question rituelle, comment est-ce que vous êtes devenue magistrate? Comment vous êtes devenue juge? Alors, écoute, moi j'ai commencé comme juriste de parquet. Et après quelques années, j'ai passé les examens et je suis devenue substitut du procureur du roi. Et la première fois que je me suis retrouvée à l'audience, j'ai su que je voulais être juge. Et donc, après 5 ans, j'ai postulé alors comme juge à Bruxelles. Et puis après, j'ai migré sur Namur pour me rapprocher de mon domicile et de voir autre chose. Alors, on va le dire tout de suite aux auditeurs, on se connaît dans la vie, donc on se tutoie, donc ça va être compliqué. Donc, on va rester sur le tutoiement. Très bien. Alors, tu as dit tout à l'heure que tu étais juriste de parquet. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que cette fonction ? C'est une bonne question. Mais en deux mots, que fait un juriste au parquet ? J'imagine qu'il aide le procureur, qu'il aide les substituts dans les dossiers. Oui, c'est ça, exactement. Donc, on traite les dossiers qui arrivent à l'information. On détermine s'il y a des devoirs à faire. On propose soit un classement sans suite, soit une citation, ou alors encore une mesure alternative, et donc une médiation, une transaction. Et donc, on est toujours supervisé par le substitut, mais qui nous laisse quand même une liberté dans l'appréciation du dossier. Et donc, ça m'a permis effectivement d'apprendre déjà pas mal de choses avant de passer au stade supérieur. D'accord. Et tu as dit tout à l'heure que à la première audience à laquelle tu es allée en tant que substitut, tu as su que tu voulais ou que tu serais juge. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce sentiment ? J'avais vraiment le sentiment que je voulais finalement décider, trancher, voilà. Donc, avoir tous les éléments devant moi et pouvoir décider effectivement du sort d'un dossier. Et donc, j'ai tout fait après pour arriver à cette place-là. Ok. Alors, on va essayer de se mettre dans tes chaussures. Donc, toi, aujourd'hui, tu es juge à Namur, et la particularité à Namur, c'est que tu as les deux casquettes. Tu as la casquette pénale et civile, si je ne me trompe ? Oui, c'est bien ça. Ok. Donc, on va peut-être d'abord se concentrer sur la casquette pénale, et si on a du temps, on fera le civil. Mais j'aime bien qu'on se concentre juste sur une seule chose pour pas qu'on soit embrouillé par trop d'éléments. Donc, quand un dossier arrive sur ton bureau, tu m'arrêtes si je me trompe, c'est qu'il a été fixé par le parquet. Ou pas forcément, enfin si, il y a d'autres situations, mais globalement, la plupart des dossiers... Oui, globalement, c'est cette voie-là. Alors évidemment, ici, moi, j'ai deux volets au fait au niveau pénal. C'est que je siège en chambre du conseil. Donc là, c'est encore une autre c'est une autre analyse du dossier. Mais alors effectivement, en tant que juge correctionnel, donc le dossier m'arrive une fois que le ministère public a décidé que le dossier était complet et qu'il choisissait la voie du tribunal et des poursuites. Donc, en fait, c'est vrai que c'est compliqué d'évoquer tous ces éléments comme ça. J'invite les auditeurs à aller écouter l'interview de Jean-Marc Meyer qui explique bien toutes les étapes pour bien comprendre l'étape d'après qui est de se retrouver devant le juge. Donc, quand vous dites que vous siégez en chambre du conseil, donc on est bien d'accord que ça, c'est la période avant le traitement au fond, donc c'est-à-dire qu'on est à la fin de l'enquête. Non, on est pendant l'enquête. C'est pendant l'enquête et c'est
uniquement, évidemment, les dossiers où la personne est détenue préventivement. Et donc là, effectivement, dans cette phase-là, l'essentiel, c'est de déterminer si on maintient une personne en détention ou non. Et à la fin de l'enquête du juge d'instruction, de déterminer si on renvoie le dossier devant le tribunal ou non. D'accord. Ok. Et donc ça, c'est un des volets de ton job. Tu fais ça une fois par semaine, la chambre du conseil ou... Donc ça, c'est 2 fois par semaine. 2 fois par semaine. Et tu as combien d'audiences, entre guillemets, au fond, en pénal? Donc là, maintenant, c'est 1 par mois. Et alors, la particularité, c'est que ce sont les dossiers de procédure accélérée. D'accord. Et donc ça, c'est essayer de donner quand même une réponse rapidement à des dossiers qui sont des petits dossiers et qui sont ficelés, on va dire, rapidement. Et alors, avoir effectivement un effet rapide par rapport aux faits qui auraient été commis. Et alors, c'est quel genre de dossier, du coup, qui arrive sous cette formule accélérée? Ça peut être tous les faits. Donc, on peut avoir des faits de vol, des faits de coups et blessures. On peut aussi avoir des faits de stupéfiants. D'accord. Donc, ça regroupe pas mal de matières. Maintenant, la particularité, c'est vraiment que c'est des dossiers qui n'ont pas demandé énormément de devoirs d'enquête et qui pour ne pas traîner finalement dans le circuit pénal, puissent arriver rapidement devant un juge. Et alors, pourquoi est-ce que ça a été ficelé rapidement? Parce que la personne était en aveu, parce qu'on avait beaucoup de preuves? Qu'est-ce qui fait qu'un dossier se retrouve dans cette formule? C'est que dès le départ, on a effectivement un maximum d'éléments et effectivement, notamment les aveux du prévenu. Et qu'on sait qu'on aura finalement le débat va plutôt finalement se concentrer au niveau de la peine et essayer de trouver la meilleure des solutions pour l'intéressé, pour sa réinsertion notamment, et essayer d'éviter effectivement l'emprisonnement. Alors ça, c'est un cas particulier, et donc 1 fois par mois, ça c'est... Qu'est-ce que vous avez d'autre comme audience? Enfin, qu'est-ce que tu as d'autre? Pardon, je m'en mêle les pinceaux. Donc... en fait, au niveau pénal, en fait, c'est la seule, et alors avec la chambre du conseil pour le volet pénal. D'accord. Et alors sinon, ce sont des dossiers civils. Ok, c'est des dossiers civils, d'accord. Ok, alors, ce que j'ai envie de faire avec toi, c'est de prendre un exemple pratique, de dire, par exemple, tu vas te retrouver face à quelqu'un qui est un voleur multirécidiviste et qui revient devant toi, on va dire, pour la 2e ou la 3e fois. Donc, comment se passe cette audience? Donc, il arrive devant toi. Est-ce que tu découvres le dossier à l'audience ou est-ce que tu prends la peine de lire le dossier avant? Non, donc généralement, je prends la peine de lire le dossier avant, déjà pour voir ce que le prévenu a dit au cours de l'enquête, de prendre connaissance effectivement des éléments probants, et alors de savoir effectivement les éventuelles questions que j'aurai à poser quand je l'aurai devant moi, et pour essayer effectivement d'arriver à déterminer quelle serait au final la peine finalement adéquate pour l'intéressé. Alors, dans une audience, il y a toujours ce qu'on appelle, en tout cas en pénal, l'instruction d'audience, c'est-à-dire qu'au début de l'audience, le juge interroge le prévenu. Oui, donc c'est ça. Et donc, moi, en général, c'est que je lui laisse la parole et je le laisse d'abord faire un récit libre, comme on pourrait dire. Et ensuite, en fonction de ce qu'il dit, je l'interpelle sur certaines choses, et notamment sur ce que j'ai lu dans le dossier.
Mhm. Et alors ça, c'est une question qui me, qui me taraude toujours, parce qu'on voit parfois des prévenus qui essayent de s'en sortir en, voilà, en s'arrangeant avec la réalité, la vérité, et qui mentent un petit peu. Est-ce que vous vous en rendez compte ou pas toujours? Aussi, on s'en rend compte en fonction des éléments qu'on a dans le dossier. Maintenant, voilà, il a le droit de mentir et voilà, donc je le laisse mentir s'il le souhaite. Donc vous le laissez s'enfoncer tout seul. Bah oui, à un moment donné, ça ne sert à rien, je veux dire, de continuer à vouloir essayer de lui tirer les verres du nez. Si j'ai effectivement d'autres éléments dans le dossier, ben voilà, c'est vrai que c'est toujours intéressant qu'ils finissent par reconnaître les faits. C'est déjà une première étape, effectivement, dans l'amendement et pour la suite. Mais voilà, chacun reste libre de pouvoir donner sa vérité. Mhm. Alors, donc vous écoutez ce qu'il a à vous dire, vous le confrontez aux éléments du dossier, et à quoi est-ce que vous êtes attentive en particulier dans le récit c'est assez vague hein, la question, mais vous essayez de faire attention à quoi? Bah, à la cohérence aussi des propos, à ce qu'il a déjà déclaré une première fois, voir s'il continue à déclarer toujours la même chose, ou bien si il ajoute chaque fois un autre élément, ou il modifie ses déclarations au fur et à mesure de l'enquête. Mhm. Ça demande quand même pas mal de mémoire ou des bonnes notes en fait. Ah oui, on a intérêt à avoir noté ça sur le coin d'une feuille, parce que vu qu'on n'a pas qu'un seul dossier par audience, on finit parfois par s'en mêler dans toutes les histoires et de savoir finalement qui a dit quoi. Et donc, il faut essayer de rester bien concentré au dossier concerné au moment où on interroge le Mhm. prévenu. Ensuite, vous allez écouter le réquisitoire. Bon, s'il y a une partie civile, vous allez l'entendre d'abord. Oui. Et puis ensuite, vous écoutez le réquisitoire. Ouais, du ministère. Donc, la parole ensuite vient au ministère public, alors qui résume les faits, qui énonce les éléments de preuve, et alors on dit requiert une panne. Mhm. Alors, il y a souvent une vue de l'esprit que, que le parquet est proche des juges et que souvent le juge suit le parquet. Est-ce que c'est la réalité ou pas vraiment? Est-ce que ça vous arrive de vous dire non, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vient de dire le ou la substitut? Ah oui, ça m'est déjà arrivé, effectivement, dans le sens où un dossier arrive devant moi et bon, voilà, on invoque certains éléments et moi, finalement, j'estime qu'il n'y a pas assez d'éléments pour pouvoir condamner la personne et donc, voilà, je prends la décision d'acquitter l'intéressé et sans aucun souci, je veux dire, on n'est pas lié par ce que dit le ministère public. Mhm. Et donc ensuite, c'est la parole à la défense, donc c'est l'avocat qui va venir défendre son client, donc parfois avec des éléments un peu plus techniques, un peu plus juridiques. Et là, de nouveau, vous allez l'écouter. Moi, j'avais une question par rapport à ça. Est-ce que parfois, l'attitude à la fois du prévenu et de l'avocat, est-ce que ça peut donner une coloration à votre décision où vous essayez au maximum de vous détacher de tout ça? Par exemple, un avocat qui est arrogant ou qui vous manque de respect, est-ce que... voilà, comment est-ce qu'on gère ça en réalité? La vraie question, c'est ça. C'est sûr que ce n'est jamais très agréable, mais effectivement, il faut faire abstraction. Je veux dire, on a un dossier, on a un prévenu, je veux dire, on ne peut pas tenir compte de la manière dont un avocat vient s'exprimer devant nous pour dire, voilà, celui-là, il va prendre plus. Non, certainement pas. Donc, il faut faire abstraction, effectivement, de beaucoup de choses et pour rester le plus objectif possible et juste. En fait, arriver à rester juste par rapport aux faits qui nous sont soumis. Mhm.
Donc, vous entendez tout le monde, vous prenez en délibéré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous dites que plus personne ne peut parler, et donc vous emmenez le dossier, et qu'est-ce qui se passe ensuite? Et ben donc là, je me retrouve dans mon bureau, devant l'ordinateur, et on réanalyse en fait tout le dossier avec ce qui a été dit à l'audience. Et donc, il y a 2 phases. Il faut effectivement donc d'abord décider si les faits sont établis. Mhm. Et une fois qu'on a décidé que les faits étaient établis, alors il faut déterminer la peine. Mhm. Et donc là, on a plusieurs possibilités. Donc, on a évidemment la peine de prison, mais c'est pas la seule peine qu'on peut donner à quelqu'un qui a commis une infraction. Et donc, selon ce qu'ils ont demandé à l'audience, on a la possibilité de prononcer une suspension du prononcé. Donc ça veut dire qu'on dit que les faits sont établis, mais on ne donne pas de peine. Et donc, pendant un certain délai, si la personne se tient à carreau, il n'y aura jamais de peine prononcée pour ces faits-là. Sinon, on peut aussi prononcer une peine de travail. Mhm. Il y a aussi une probation autonome. Donc ça, ce sont des conditions. C'est-à-dire, par exemple? Et alors, là, c'est un peu particulier. C'est que donc le prévenu vient aussi avec un projet en se disant, voilà, effectivement, il faut que je me fasse, par exemple, suivre par quelqu'un. Peut-être qu'une formation pourrait m'aider à ne plus recommettre les faits. Et donc, le juge peut décider effectivement de lui octroyer donc, cette probation autonome. Et alors là, c'est un assistant de justice qui va prendre le relais, qui va le rencontrer, et il va pouvoir, pendant un certain temps, établir un programme pour pouvoir après éviter finalement de recommettre des faits. Et donc, effectivement, ça, c'est un programme qui va convenir finalement avec l'assistant social, c'est un programme qui peut évoluer avec le temps et dont on n'a aucune maîtrise. D'accord. Donc, c'est vraiment, on lance plus, on va dire, on fait un premier jet des éventuelles conditions qui pourraient être suivies, mais après, c'est tout un travail avec l'assistant de justice qui va être mis en place et qui va veiller à le rediriger selon la manière dont tout se déroule pendant la probation. Mhm. Alors, quand je t'écoute parler, j'ai vraiment l'impression que quand tu prends un dossier, que tu essayes au maximum d'éviter d'envoyer quelqu'un en prison. Est-ce que je me trompe? C'est l'objectif, effectivement, d'éviter la prison. C'est sûr qu'on se rend bien compte que ce n'est pas la solution. Malheureusement, dans certains cas, voilà, on n'a pas d'autre solution que de mettre l'intéressé en prison parce qu'il faut protéger la société. Et voilà, il y a des personnes qui arrivent déjà avec un casier bien rempli, ou bien les faits sont vraiment très graves qu'on ne sait pas, on ne peut pas faire autrement. Maintenant, effectivement, favoriser des conditions, la possibilité que la personne puisse se réinsérer, ce n'est que positif, à mon avis, pour la suite. Mhm. Alors ça, c'est quand on se positionne du point de vue du prévenu, ou du condamné, mais ça, c'est une façon de voir qui est très difficile à accepter pour les parties civiles. Et comment est-ce qu'on peut faire pour leur expliquer ça? Parce qu'elles ont l'impression qu'il y a une situation d'impunité en réalité. Quand quelqu'un a commis des faits plus ou moins graves et qu'il est condamné par exemple à une peine de travail ou à une probation, on se dit en fait on ne m'a pas entendu, la société ne fait rien pour me protéger. Mais c'est compréhensible. Je veux dire, c'est vrai que face à moi, j'ai des victimes qui viennent s'exprimer, qui viennent expliquer ce qui s'est passé, la manière, comment elles ont ressenti les choses, quel est finalement leur dommage. Alors c'est vrai que la position à l'audience d'une victime,
c'est déjà venir reconnaître qu'elles sont victimes et réclamer la réparation de leurs dommages. Alors c'est vrai que ce n'est pas le rôle d'une victime de demander une peine à l'encontre. Oui, ça c'est la loi qui ne voilà, le prévoit pas. Voilà, donc c'est vrai que il y a effectivement une certaine frustration dans le chef des victimes et qu'on peut aisément comprendre, mais effectivement il faut arriver à faire la part des choses voilà, moi j'essaye effectivement d'expliquer un maximum à l'audience. Maintenant c'est aussi le rôle de l'avocat, je pense, à essayer à être derrière ces victimes. Alors il y a encore tout récemment, on a aussi des psychologues aussi ou des assistants de justice qui viennent accompagner justement les victimes pour les aider à comprendre comment se passe une audience, à affronter aussi l'audience. Et donc, tout ça mis en place, ça les aide effectivement à surmonter certainement ce qu'elles ont vécu. Maintenant, laisser une place à la victime pour déterminer une peine, c'est vrai que c'est très compliqué, quoi. C'est vraiment... Et tu disais il y a l'instant que tu essayais un maximum d'expliquer à l'audience, et que tu renvoies à l'avocat de la partie civile. Mais est-ce que tu mets une petite ligne dans le jugement ? Tu résumes dans le jugement ce que tu as expliqué à l'audience ou pas forcément ? C'est vrai que très, très peu, je veux dire, par rapport aux victimes. Bon, déjà parce qu'elles ne sont pas toujours là. Donc, c'est vrai qu'on a souvent que l'avocat qui est là. Maintenant, j'essaye effectivement d'être claire par rapport à ce qui est demandé et être claire aussi par rapport au prévenu. Je veux dire, la peine doit être motivée. Donc, c'est certain que quand je donne une peine, je la motive et donc ça permet aussi aux victimes de pouvoir comprendre le cheminement de ma décision et de voir effectivement pourquoi finalement j'ai préféré donner une peine de travail ou quand même octroyer une suspension du prononcé ou finalement le sursis parce que voilà, il y a la loi nous permet beaucoup de choses et donc on essaye effectivement de faire un maximum pour tout le monde, mais c'est pas toujours facile. Mais voilà, c'est vrai que finalement, au travers de la motivation, je pense que là, j'essaye de donner les éléments de réponse qui permettront peut-être d'apaiser aussi les victimes. J'ai envie qu'on parle des circonstances atténuantes parce que c'est ça qui aide le juge en général à déterminer ce qu'on appelle le quantum de la peine. Donc, quel genre de circonstances atténuantes un juge peut prendre en considération pour diminuer une peine, par exemple, parce que la loi prévoit en général une fourchette pour un délit X ou Y. Et on peut aller naviguer. Donc, il y a la peine minimum et puis la peine maximum. Et au milieu, le juge peut faire un peu son shopping. Les fourchettes, effectivement, du législateur sont assez larges. Donc, je dirais que je ne fais pas non plus un calcul ou une certaine proportion. Voilà, on essaye... de garder une ligne, d'avoir sa ligne de conduite. Et donc, on va dire que pour des faits similaires, on a notre propre tranche, notre propre fourchette de peine. Et après, effectivement, en fonction de la situation du prévenu, parfois, je ne sais pas si on peut considérer ça comme une circonstance atténuante, mais je veux dire, on tient compte effectivement de la situation du prévenu, des démarches qu'il a déjà peut-être pu faire avant d'arriver... devant le tribunal, de voir si éventuellement des démarches d'indemnisation de la victime ont été entreprises. Alors sinon, en matière de circonstances atténuantes, effectivement, quelqu'un qui n'a pas d'antécédents judiciaires, voilà, ça peut être un élément important comparé à quelqu'un qui a déjà un long palmarès.
Savoir aussi si il a déjà bénéficié de ce genre de mesures. Est-ce qu'il en a retenu de ces mesures? Comme ça, j'essaye de... C'est pas évident comme ça. C'est vraiment Oui, c'est vraiment... C'est au cas par cas. C'est vraiment au cas par cas, quoi, oui. Oui, parce que ça, j'ai l'impression que c'est aussi quelque chose que le justiciable et le grand public en général ne comprend pas. C'est qu'en fait, le juge fait du sur-mesure. C'est pour ça que parfois, pour des faits similaires, on ne va pas avoir la même réponse du juge. Oui, c'est exactement ça. Il faut vraiment prendre en compte tellement de choses qu'effectivement, on n'a jamais une peine finalement identique et qu'on ne pourrait pas dire, ben voilà, tiens, pour celui-là, il a eu ça, ben, vu que j'ai fait la même chose, j'aurai ça. Non, c'est vraiment adapté finalement à chaque personne, quoi. Alors, il y a les circonstances atténuantes, donc celles qui permettent de redescendre un peu la peine, et puis il y a les circonstances aggravantes. De quel genre de circonstances est-ce que on peut tenir compte quand on est juge? Effectivement, comme je disais, dans les circonstances atténuantes, c'est le passé judiciaire de l'intéressé. Effectivement, ça ne va pas. Ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Alors après, évidemment, on a les circonstances aggravantes qui sont liées à l'infraction. Mais là, le législateur a déjà prévu une aggravation de la peine. Donc, on ne va pas encore en plus, je veux dire, aggraver la peine. Maintenant, c'est aussi, par exemple, le degré de violence. C'est vrai je tiens quand même aussi compte du dommage des victimes. Donc, il y a des victimes qui souffrent plus que d'autres en raison de la violence des faits. Alors, par exemple, l'usage aussi d'une arme. Voilà, il y a... C'est vrai que c'est difficile comme ça d'énumérer. Oui, non, mais parce que c'est important ce que tu disais tout à l'heure, c'est que vous les sortez pas d'un chapeau, c'est-à-dire qu'elles sont souvent elles sont prévues dans la loi, c'est-à-dire le code pénal vous dit que tel comportement est une infraction, c'est puni de temps à temps, par exemple d'années de prison, et si en plus vous avez brandi une arme ou si vous êtes entré par effraction, etc., c'est puni plus gravement. Est-ce que c'est ça ou je me trompe? Non, c'est exactement ça. Et alors, évidemment, dans la fourchette, évidemment, comme tu dis, on tient compte de circonstances qui peuvent diminuer la peine ou de circonstances qui peuvent un peu l'augmenter aussi. J'avais une question très personnelle à te poser. Est-ce que ça t'est arrivé dans un dossier de quasi pas endormir parce que alors c'est vrai que le doute doit bénéficier au prévenu, donc quand on a un doute, on est censé acquitter. Mais est-ce que tu as jamais eu un dossier où tu te dis non, je peux pas l'acquitter, c'est pas possible, je sens dans mes tripes que, ou est-ce que quand tu as un doute, tu acquittes d'office? Justement, à partir du moment où on se pose la question, c'est qu'il y a un doute. Et voilà, le principe est que quand il y a un doute, ça profite à l'accusé. Alors, c'est vrai qu'on peut avoir sa perception, être persuadé que c'est l'auteur des faits, mais si on n'a pas d'éléments ou s'il y a des éléments qui nous font quand même dire que, tiens, peut-être que non, ce ne serait pas lui, non, j'acquitte. Oui. Mais moi, j'ai envie de comprendre le processus mental. Comment est-ce que tu fais quand tu as tes tripes qui te disent « Ah, c'est forcément lui mais que le dossier, l'instruction d'audience, etc., tous les éléments te disent que c'est pas lui. Comment est-ce qu'on fait la part des choses? Là, on doit reprendre les éléments, enfin, vraiment les éléments objectifs. Donc, c'est ça qui fait que on peut arriver à une décision. Donc, je veux dire, se dire qu'un juge peut, par sa conviction, alors qu'il n'y a aucun élément dans le dossier, puisse condamner quelqu'un, je veux dire, non, ça, c'est pas possible. Et alors, parce que quand je t'écoute, j'ai l'impression que tu as une méthodologie ou un process. Je ne sais pas si tu l'as conscientisé ou si... Est-ce que tu pourrais partager avec nous comment ton déroulé? Donc, tu pars des faits,
Oui, mais donc on analyse les faits et alors on part. Souvent, on commence par évidemment une déclaration de la victime, voir ce que la victime apporte, ce qu'elle déclare, voir parce que voilà, les victimes aussi peuvent ne pas être cohérentes dans leur déclaration. Et alors, oui, déterminer tous les éléments réunis au cours de l'enquête. Et donc, effectivement, il y a des éléments où on ne sait pas les remettre en question. Je veux dire, on a des images caméra, on a des témoins qui sont neutres par rapport aux personnes impliquées. On a les enquêtes de téléphonie, des écoutes, des perquisitions, les éléments qui ont été recueillis au moment d'une perquisition, une fouille. Donc, voilà, donc on essaye effectivement de se baser sur ces éléments-là. Quand il n'y en a pas, alors effectivement, la seule déclaration d'une victime est peu suffisante. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Maintenant, il y a des déclarations. Enfin voilà, il y a des victimes qui racontent les faits dans des détails qui ne peuvent pas être inventés ou donnent des éléments sur le prévenu que seul le prévenu peut connaître. Donc, je veux dire, la victime, si elle le sait, c'est qu'il s'est passé peut-être quand même quelque chose. Mais effectivement, c'est ça, les seules déclarations d'une victime, c'est souvent trop faible pour arriver à condamner quelqu'un. Donc, en même temps, c'est rassurant aussi parce que sinon, on pourrait arriver à aller déclarer tout et n'importe quoi et être condamné que sur base de ces déclarations. Oui, ça n'irait pas. Quand je t'écoute, j'ai l'impression que c'est un métier très solitaire. Tout ce travail, est-ce que tu le fais seul ou est-ce que tu as de l'aide ? Ah non, c'est toute seule devant le dossier. Et donc, on analyse ça. Je dirais que ce n'est un travail d'équipe que quand on est à une chambre à 3 juges. Mais sinon... oui, et ça arrive de moins en moins. De moins en moins. Donc là, on est vraiment seul à décider, effectivement. Et donc, tu travailles seul. Et est-ce que tu fais le travail de rédaction en parallèle ou est-ce que tu analyses d'abord et puis tu écris ton jugement ? Et d'ailleurs, est-ce que c'est toi qui l'écris ou est-ce que tu le dictes à ta greffière ? Ah non, c'est moi-même qui tape mon jugement à l'ordinateur. Et alors là, je dirais que il y a une prélecture du dossier. Donc, quand je lis le dossier une première fois, déjà, je prends des notes. Mais là, ce sont des notes évidemment factuelles et sur les éléments de preuve, toutes des petites... ou tout ce qui va pouvoir rentrer en ligne de compte pour la peine, par exemple. Et puis alors, au moment où l'affaire est passée devant le tribunal et que je prends l'affaire en délibéré, là, on se replonge dans le dossier. Et donc, effectivement, je veux dire, je me fais mon idée, je veux dire, par rapport, les faits sont établis ou non, et je me fais une idée sur la peine que je vais donner. Et alors après, j'attaque la rédaction finale du jugement. Et donc, une fois que tu as terminé de l'écrire, comment ça se passe ? Tu l'envoies par mail ? Tu l'envoies par un système interne ? Comment ça marche ? Parce que ça, je pense que le grand public ne sait pas du tout. Donc là, effectivement, après, il y a encore un travail au niveau du greffier. Donc là, j'envoie... Donc, le greffier, c'est le super assistant du juge. Voilà. Et donc, moi, je lui envoie mon projet. Donc, il le met en forme. Donc là, c'est bon. Il y a des templates. Oui, des templates où il y a des éléments donc importants qui doivent apparaître dans les jugements. Et donc comme par exemple les dispositions légales. Et donc, voilà, c'est le greffier qui met tout ça en page. Et alors, après ça, il y a une date où on prononce donc le jugement. Oui, donc ça, c'est la particularité du correctionnel, c'est-à-dire que on prononce le jugement en audience publique. Donc, on reconvoque le prévenu. Et là, est-ce que toi, tu lis tout le jugement ou est-ce que tu fais un résumé ? Non, là, je fais un résumé. Tu lis que la fin, le dispositif, ou tu donnes quand même un mot d'explication avant ?
Tout dépend évidemment la position de l'intéressé. Donc c'est vrai que lorsqu'il reconnaissait les faits, Oui. donc je veux dire, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de peut-être relire toute cette partie-là. Maintenant, c'est vrai que s'il contestait les faits, il est peut-être important de montrer sur quoi je m'appuie pour établir que les faits sont établis. Et alors, au niveau de la peine, effectivement, je prononce la décision et avec un mot d'explication si je vois que cela s'avère nécessaire, que la personne n'a pas l'air de comprendre ce qui arrive. Et donc, Ok. Est-ce qu'on peut passer à la partie des audiences civiles, peut-être pas aussi en détail, parce que ça, c'est pas du tout le même travail du coup. Ah non, c'est une sacrée gymnastique intellectuelle entre le pénal et le civil, parce qu'on aborde les dossiers tout à fait d'une autre manière. Et déjà à l'audience aussi, ça se passe différemment. C'est-à-dire ? Et donc là, à l'audience, on parle pas de prévenu, c'est vraiment deux parties. Donc la demanderesse et la défendresse ou le demandeur ou le défendeur, la défendresse. Et donc voilà, on a deux parties qui s'opposent sur un litige civil et qui ont préalablement conclu. Oui, alors c'est vrai que ça demande un mot d'explication parce que tout le monde voit. En fait, la difficulté, c'est qu'on voit beaucoup à la télévision des audiences plutôt pénales et donc les gens confondent les deux. Et donc en réalité, en civil, c'est quand quelqu'un réclame quelque chose à quelqu'un d'autre. Et donc l'État, finalement, n'est pas impliqué. Et donc, le juge est là vraiment pour trancher entre... parce que comme les gens se disputent, eh bien, ton rôle, c'est de dire A a raison et B a tort, ou B a raison et A a tort. Oui, ou A et B ont tort tous les deux. Ça arrive aussi. Ça arrive aussi. Donc, ou A et B ont raison tous les deux pour une partie. Ouais. Donc, oui, donc c'est exactement ça. L'État n'a absolument rien à gagner ni à demander dans le litige qui lui est soumis, quoi. Mm-hmm. Et comment est-ce que tu abordes ces audiences-là ? Déjà, je lis les conclusions. Donc, avant de... Donc là, le dossier, finalement, ce sont les conclusions des parties. Et les parties déposent aussi des pièces. Mm-hmm. Alors, c'est vrai qu'on a accès aux conclusions à l'avant de l'audience et on n'a pas toujours toutes les pièces avant l'audience. Donc, c'est vrai que je découvre finalement beaucoup de choses pendant l'audience et lors du délibéré. Mm-hmm. Et donc, voilà, je me fais une idée du litige entre les parties. Et alors, après, à l'audience, voilà, j'écoute la position de chacune des parties. Et après, je rentre à la maison avec, avec tout ça. Et c'est à moi, effectivement, à trancher qui a raison sur base aussi des éléments de preuve et des règles juridiques. Oui, mais j'ai l'impression que c'est un exercice beaucoup plus difficile en civil parce que... voilà, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est tranché entre deux personnes. Et le fait qu'il n'y ait pas de dossier de l'État, de dossier répressif, j'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué. Est-ce que tu le vis comme ça ou pas du tout ? C'est aussi beaucoup de... Oui, c'est beaucoup de déclarations. Enfin, c'est beaucoup les déclarations de l'un contre l'autre. Et alors, effectivement, on dépose les contrats ou les pièces relatives au litige. Et donc, voilà, il faut analyser tout ça et trancher. Mais c'est pas... je dirais que c'est pas aussi limpide qu'en pénal. Ok. Et quel genre de dossier en civil tu as tranché ? Ah là, c'est de tout, vraiment de tout. Donc, il y a tout ce qui est bail à ferme, bail à loyer, le bail commercial. Alors, je fais aussi les appels de police. Donc, ça, ce sont les litiges donc, qui sont passés une première fois déjà devant un tribunal de police, mais dans son aspect civil. Mm-hmm.
Et bon, les parties ne sont pas contentes avec la décision et alors ont introduit une requête d'appel et alors le dossier me revient donc pour trancher. Alors, qu'est-ce que nous avons les contestations sur des factures à payer. Mais alors là, il y a une question qui me vient. Donc, quand on voit ton parcours à la base, donc tu étais juriste au parquet et tu te retrouves aujourd'hui en civil, comment est-ce qu'on fait pour jongler parce que le bail à ferme, voilà, moi, par exemple, je ne sais pas à quoi ça ressemble, un bail à ferme. Ah, mais j'ai appris plein de choses. Et donc, je fais beaucoup de recherches, je lis beaucoup la doctrine et la jurisprudence. Et, Donc, la jurisprudence, ce sont toutes les décisions qui ont déjà été prises dans des affaires similaires. Et la doctrine, ça, ce sont des éminents professeurs qui analysent les décisions, qui analysent les lois et qui ont des avis sur l'orientation que doivent prendre les dossiers. Est-ce que c'est bien résumé ? Oui, c'est exactement ça. Et après, avec tout ça, moi, je dois me forger ma propre opinion et savoir effectivement comment, en cas qu'on me soumet, ça s'applique. Parce qu'évidemment, c'est parfois, on pense que c'est facile de dire que la règle est comme ça, mais en pratique, c'est pas toujours... Ça vous arrive, ça, d'avoir des avocats qui se sont complètement plantés de règles et qui arrivent avec des trucs à côté de la plaque ? Ah oui, moi ça m'arrive régulièrement, effectivement. Fatalement, on a deux parties qui s'opposent, donc vont vont donner un sens à une règle juridique différente, parce que sinon ils ne seraient pas devant, ils ne viendraient pas devant moi pour qu'on tranche le litige. Et alors, en civil, ça c'est une particularité du civil, c'est qu'on peut s'entendre, essayer de résoudre son litige à l'amiable. Est-ce que tu as l'impression que les avocats ont essayé avant ou tu as l'impression qu'ils ne réfléchissent pas à cette option, ils arrivent directement devant toi et tu te dis, mince, ça aurait pu se régler autour d'une table et en discutant simplement ? Ça, c'est effectivement le regret que j'ai, c'est que quand ils arrivent devant moi, j'ai vraiment l'impression qu'ils ne sont pas arrivés à discuter. Donc, ils n'ont pas essayé de discuter. Chacun campe avec sa position. Et souvent, à mon avis, on aurait pu essayer de régler le litige à l'amiable ou parfois chacun faisant aussi certaines concessions. Parce que nombreux litiges, finalement, le litige, finalement, n'est pas celui qu'on nous soumet, mais bien caché derrière autre chose qui, effectivement, qui n'a rien de juridique. Il n'y a rien de juridique, donc le juge ne sait rien faire contre ça, mais finalement, c'est le litige juridique qui prend le dessus. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont été associés puis qui se détestent cordialement parce qu'il y en a un qui a fait un sale coup à l'autre et puis donc on veut régler ça devant le juge alors qu'ils auraient pu, je sais pas moi, aller voir un médiateur ou aller boire une bonne bière et en discuter autour d'un verre. Oui, exactement. Ou les problèmes de voisinage aussi. Ou des situations parfois effectivement d'amitié ou parfois aussi dans certaines familles on finit par se disputer et la solution pour régler le problème c'est de venir avec un litige juridique devant le tribunal et c'est vrai que on se dit c'est beaucoup de temps perdu et finalement beaucoup d'argent aussi perdu pour eux. Alors que peut-être que si on avait trouvé finalement une solution à leur problème finalement initial, on n'en serait pas là. Ok. Merci beaucoup Nathalie. Merci beaucoup Nadia. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous le répéterai à chaque fois, mais c'est important pour moi de faire connaître ce podcast qui a une vocation d'information et d'éducation. Alors partagez-le autour de vous et n'hésitez pas à poser vos questions ou à suggérer un invité. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.